On avait eu une telle mobilisation que ce qui est actuellement. On a lancé les IER, les initiatives à résultats rapides, avec la mobilisation extrême de la CONAC, du ministère avec la présidente de la cellule ministérielle de lutte contre la corruption, du gouverneur, des préfets, des maires, des organisations des sociétés civiles, de tout. Donc, pour l'hôpital, il est tout à fait normal qu'ils prennent conscience des enjeux. C'est à l'hôpital qu'on doit résoudre le problème. Si on vient de l'extérieur, il y a de fortes chances que les résultats, autant pour moi, ne s'inscrivent pas dans la durée. Donc, à l'hôpital, maintenant, il y a non seulement les comités locaux de lutte contre la corruption qui existaient depuis et qui n'ont peut-être pas fait leurs preuves, qui n'ont pas fait les preuves. Il y a actuellement des comités de contrôle des recettes et, n'est-ce pas, des dépenses. Donc ça, c'est une valeur ajoutée. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis pour que, n'est-ce pas, la lutte contre la corruption soit effective. Le port systématique des badges, les boîtes de suggestions qui ont été multipliées par 2, voire par 3, n'est-ce pas, les messages de lutte contre la corruption, les numéros pour dénoncer, n'est-ce pas, ceux qui voulaient se prêter encore à ce jeu. Oui, moi je vois dans cette question 3 aspects. La façon dont la presse peut traiter d'un problème dont on dit qu'il est endémique et que si de manière structurelle rien ne change, il risque de perdurer, les mesures qui sont prises actuellement et le rôle que peut jouer la presse pour imposer à ce que ces mesures aillent jusqu'au bout. Je pense que la presse n'a pas intérêt à adopter le discours des politiques. Le discours des politiques, comme Nietzsche l'a fait, c'est « nous condamnons un système et quoi que ce système fasse, rien n'est bon ». Ça les regarde et c'est normal. Mais la presse, par contre, doit inciter les citoyens à appuyer n'importe quelle petite brèche qui peut permettre d'éclaircir leur vie. Si aujourd'hui on met en place, par exemple, des initiatives à résultats rapides de lutte contre la corruption, il faut que les gens de la Kintini, d'Aïdo, Bonassama, Nilon, Cité, tous les Camerounais sachent ce que ça signifie. Il faut que la presse excite, je dirais presque la rébellion civique pour que les gens imposent dans les hôpitaux un comportement décent. Quant au personnel, c'est la même chose. À partir du moment où, et nous sommes presque tous pareils, à partir du moment où il y a une sentinelle qui regarde les actes que chacun pose, on fait attention. Jusqu'ici, les gens font n'importe quoi parce que personne ne dit à qui que ce soit, quoi que ce soit. Et que parce que le discours officiel qui est tenu, c'est de dire la corruption existe, elle ne partira que si on change de régime. Du coup, les gens se disent, bon, tant qu'on n'a pas changé, on peut mettre la main. Et d'autres justifient leur comportement en disant, puisque je suis mal payé, je peux voler. Mais maintenant, s'il y a des actions, je dirais, publiques, ouvertes, s'il y a un miroir dans lequel chacun peut se refléter, je pense que non pas que la corruption va disparaître, non pas que les mentalités vont changer soudainement, mais les gens vont faire attention. Mais pour une meilleure efficacité ou alors pour une meilleure opérationnalisation de ces initiatives, est-ce qu'il n'aurait pas été loisible de revoir, par exemple, les conditions de travail et même le niveau des équipements des hôpitaux et peut-être même le coût des soins? Non, les choses sont, je dirais, vont ensemble. C'est-à-dire que ce travail peut être un déclencheur à la conscience des gens. Ce n'est pas parce que les gens sont mal payés qu'ils n'ont pas de conscience. C'est faux. Et tout le monde, tous ceux qui sont mal payés, n'ont pas forcément une mauvaise conscience. Il faut recentrer l'utilité de l'hôpital et l'utilité des personnes eux-mêmes. Si les gens ne sont pas sensibilisés pour leur travail, pourquoi est-ce qu'ils travaillent? Qu'est-ce qu'ils font dans leur travail? Qu'est-ce qu'ils veulent gagner dans ce travail? Même si on augmentait leur salaire, rien ne vous garantit qu'il n'y aurait pas de corruption. Donc je pense que moraliser les hôpitaux en créant des structures actives, ce n'est pas une mauvaise chose. Alain Tipou. Oui, je voudrais simplement peut-être apporter une petite précision. Madame Kalalobé a fait savoir que le traitement qu'a réservé le messager par rapport à cette question de lutte contre la corruption, tout au moins le titre que nous avons choisi cette semaine pour indiquer qu'il y avait une nouvelle dynamique implémentée au sein de l'hôpital à Kintini était, selon elle, pratiquement une tromperie sur la marchandise. Je voudrais simplement faire observer qu'en réalité, ce travail vient à la suite, n'est-ce pas, d'un autre travail en profondeur que le messager a mené cette semaine pour questionner l'héritage que sous inspiration le docteur Solé, Jérémy Solé, qui est l'ancien directeur de l'hôpital La Kintini. Donc, ce travail a été fait dans les colonnes
du messager. Peut-être Mme Kalalobé n'a pas simplement pris la peine de bien lire et de comprendre que 100 jours pour combattre, pour éradiquer la corruption à l'hôpital à Kintini était juste un compte rendu d'une cérémonie qui a voulu qu'on installe et puis qu'on martèle dans les oreilles des responsables qu'il faut mettre un terme à la récréation. Mais est-ce que l'information a été développée de manière à faire savoir à l'opinion ce que c'est que les IRL? Je crois que je voudrais aussi m'inscrire dans la même logique que l'honorable Ninché tout à l'heure pour dire que le messager prend souvent des gants quand il s'agit des faits d'annonce. Parce que ce n'est pas la lutte contre la corruption aujourd'hui c'est pas un phénomène nouveau. Tout le temps, le gouvernement nous rabâche les oreilles avec des mesures qui sont prises dans les ministères, dans les hôpitaux aujourd'hui, et finalement, on ne voit pas véritablement l'efficacité. Donc, comme pour dire que ce n'est pas parce que le phénomène est rampant, ce n'est pas parce que le phénomène s'est enraciné dans nos mœurs qu'on doit baisser les bras. Nous avons aussi une mission d'accompagnement, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit ici d'un phénomène qui ronge toute la société entière, le messager ne saurait se soustraire de cette bataille. Donc, tout ce que le messager a à faire, c'est de marteler, d'informer, de sensibiliser son lectorat. Et quand il y a un plateau comme celui-là, c'est toujours l'occasion indiquée pour nous de redéfinir notre position par rapport à ce phénomène. Jean-Michel Nthieu. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Mais je reviens sur le traitement des fonctionnaires, du personnel soignant. Vous savez, il y a énormément de gaspillage qui est fait au sommet de l'État. Par exemple, pendant les 3 dernières années, on a dépensé à peu près 700 milliards pour des dépenses de protocoles, d'études, de réalisation. Rien que pour le pont de Vouri, on a dépensé 10 milliards, alors que le pont n'a jamais vu le jour. Moi, je pense que si l'État, le gouvernement, le régime du renouveau voulait vraiment il y ait un certain assainissement au niveau des hôpitaux, on commencerait par, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, des conditions de travail beaucoup plus favorables, parce que les médecins, le personnel soignant en général, c'est quand même des gens qui nous soignent. La santé, c'est extrêmement important. Ils ont pratiquement, si vous voulez, le pouvoir de vie ou de mort sur chaque citoyen. Donc, je ne vois pas pourquoi, par exemple, je veux dire, par exemple, un corps comme l'armée aurait tous les moyens, bénéficierait de toutes les attentions, alors que les médecins sont des laissés pour compte. Moi, j'ai dit que tant qu'on n'attaque pas le mal par la racine, en améliorant les conditions de vie, n'est-ce pas, des médecins et du personnel soignant de manière générale, la corruption va continuer, parce que c'est une question existentielle. Et les gens veulent bien joindre les deux bouts. Donc, ceci entraîne cela. Oui, merci. Je ne suis pas entièrement d'accord avec l'honorable Ninthieu, et c'est là où j'épouse vraiment l'analyse de Mme Kalalobé au sujet des salaires. Il ne suffit pas d'augmenter les salaires pour qu'on arrête la corruption. Et aujourd'hui, il faut le dire, la quasi-totalité des recettes de l'hôpital se gère à l'hôpital. Et une partie de ces recettes, n'est-ce pas, est octroyée au personnel, rétribuée au personnel sous forme de quote-part et de primes. Donc, il suffit qu'il y ait suffisamment de recettes et qu'il y ait une bonne gouvernance. Je vous en prie. Je vous en prie. Il y a un salaire. Les recettes de je vous en prie. Ils ont d'abord un salaire. Oui.
En plus du salaire, il y a une plus-value, un forfait, un appui qui peut donner localement. Et je dis, il ne faut pas qu'on pense que la motivation du personnel au travail, la satisfaction au travail est juste liée à l'incitant financier. Je dis non, il y a tout un plan de motivation qui peut être mis sur pied pour valoriser un peu. Il y a l'incitant financier. OK, voilà, nous avons les salaires. C'est l'essentiel, parce qu'on travaille pour gagner sa vie. Je vous en prie, honorable. Il y a les salaires, il y a les primes, il y a les quotes-parts. 2. Si le responsable de la formation sanitaire s'inscrit dans une posture managériale, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va prendre en compte le point de vue des uns et des autres, des collaborateurs dans le prise de décision, on sent une gestion participative, alors il se sent un peu valorisé. Si le responsable de la formation sanitaire essaie de valoriser davantage peut-être des lignes des lettres de félicitations, des encouragements même souvent verbaux, ou alors des propositions pour les décorations, c'est également des éléments de valorisation. En déléguant certaines tâches, en responsabilisant davantage certains personnels, on peut donc avoir ici tout un plan de motivation de personnel. Donc ce n'est pas que l'incitant financier, puisque à salaire égal, dans deux structures, on verra qu'il y a, n'est-ce pas, une motivation très différente. Je trouve étonnant quand même que Jean-Michel Nincheu, qui est membre du Social Democratic Front, un parti qui a un certain idéal, une philosophie et une éthique, fasse, pour des raisons, je crois, un peu démagogiques, ce type de corollaire et semble encourager les gens auxquels il s'adresse à continuer à agir parce qu'on ne les a pas augmentés. Alors qu'il pourrait les inciter à se battre pour qu'on augmente leur salaire, il semble renforcer l'idée selon laquelle, puisqu'on vous paye mal, allez gratter sur les pauvres malades. Je suis étonné par ce discours. Je comprendrais qu'ils leur disent, comme on vous paye mal, battez-vous pour qu'on augmente vos salaires. Battez-vous pour qu'on respecte les salariés que vous êtes. Battez-vous pour la dignité humaine. Battez-vous pour que la vocation qui est la vôtre dans un hôpital soit respectée par tous. Mais parce qu'aujourd'hui, le personnel qui se livre à la corruption, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il fait qu'il n'est pas respecté lui-même, qu'il est méprisé, y compris par ses patients et les malades, y compris par l'ensemble du personnel de la hiérarchie. Parce que la hiérarchie se frotte les mains, sachant qu'elle a un personnel complètement corrompu pour faire n'importe quoi. Et ce personnel est obligé de se taire, de ne pas revendiquer, puisque n'étant pas exigeant avec lui-même, étant soumis à des petits trucs de corruption et donc à du chantage, il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je crois que je comprends que pour des raisons politiciennes, on tienne des discours comme cela. Mais reprenons quand même un peu pied sur la réalité. Ce n'est pas parce que le pays sombre que la moindre petite étincelle qui peut aider à ce que les gens lèvent la tête ne puisse pas lever la tête. Je reviens maintenant au traitement par le messager, parce que c'est cette semaine. Quand mon collègue me dit peut-être que Suzanne Kalaloube n'a pas lu, tout le monde sait que je ne sais même pas lire. Je suis quasi illettrée, totalement analphabète. Mais maintenant, quand je lis et que j'essaye de me faire traduire le petit bout de texte, quand je vois le titre, 100 jours pour éradiquer la corruption, quand je vois le petit encart, même rendre compte du fond de l'opération, ce n'est pas clair. Et je pense que, et mon collègue l'a dit, il partage avec M. Nincheu l'analyse selon laquelle la corruption étant endémique, structurelle, rien ne sert de lutter contre elle maintenant tant qu'on n'aura pas changé de gouvernement. Et ça se traduit de manière presque inconsciente dans le traitement. On est désabusé, on est abusé, oui, c'est des effets d'annonce. Je suis d'accord que c'est des effets d'annonce, mais ça c'est bon pour les politiciens. Mais pour nous, journalistes, on a intérêt à maintenir, je dirais pas l'illusion, mais la flamme du combat. La flamme pour dire que non, rien n'est fichu, rien n'est terminé, et que si le gouvernement dit on va faire telle ou telle chose, il faut qu'on les mette au pied du mur. Et cette interpellation, c'est la presse qui doit le faire, c'est la presse qui doit le jouer. Et elle doit refuser de s'enfermer dans cette espèce de fatalisme qui veut qu'on applaudisse tous ceux qui acceptent de prendre la pièce aux malades, tous ceux qui obligent à ce que pour qu'on puisse vous soigner, il faut prendre 10 000 francs et 100 000 francs, et qu'on ait pitié d'eux parce que soi-disant ils sont mal payés. Je dis non. Je dis qu'ils se battent et qu'ils... C'est grâce à la direction de l'article qui est publié en colonne. Ce qui est dit, c'est l'article en colonne, il n'y a rien dedans, il y a juste, on rencontre, je vous en prie, mais l'IRR, on ne décrit même pas ce que c'est. Non, je voudrais simplement indiquer que... Voilà. Merci de nous avoir accordé votre attention, madame, messieurs, sur le plateau. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Restez connectés sur nos programmes dimanche 12h. Au revoir.